à toutes et tous, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines maintenant, je vous présentais mes lectures du mois de janvier et février. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler de mes lectures du mois de mars. Alors vous aurez cette vidéo à la toute fin du mois de mai, il y a un petit peu de retard. L'avantage, c'est que si vous êtes curieux, si vous voulez en savoir plus, les chroniques sont déjà rédigées sur le blog, ce qui n'est pas le cas pour mes lectures du mois de mai. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de 11 livres, des romans et des graphiques. Vous verrez, je vous présente ces livres dans l'ordre de lecture et pas par ordre de préférence. Donc parfois vous aurez un roman, parfois vous aurez un graphique. Ça va être un petit peu alterné. Petite précision également, au mois de mars, j'ai surtout lu des titres qui entraient dans le challenge The Irish Readathon, donc plutôt de la littérature irlandaise. Et vous allez le voir, malheureusement, ce mois de mars a quand même été un mois un petit peu mitigé. Mes lectures n'ont pas été exceptionnelles, il y en a une ou deux qui sont sorties du lot, mais il y a surtout eu des lectures moyennes, voire des déceptions. Donc le mois de mars, ça n'a pas été un super cru cette année, malheureusement. Attendre que ça sonne. Non mais il y a vraiment une note plus grave, mais c'est quand c'est l'heure pile, je crois. Oui, bah, ça fait 3 mois, moi j'ai juste remarqué. Hein. Je commence avec un roman, Une sirène à Paris de Mathias Malzieu aux éditions Albin Michel. Je ne peux pas vous le montrer puisque je l'ai emprunté à la médiathèque. Je l'ai lu dans le cadre du prix Imaginal des bibliothécaires de cette année. Je dois avouer que j'étais pas franchement emballée de base par cette lecture, ça me tentait moyennement, voire même pas du tout. Pourtant Mathias Malzieu, je l'ai déjà lu à 2 reprises, j'ai lu La mécanique du cœur et Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi. 2 livres que j'avais bien aimés, c'était pas des coups de cœur mais j'avais aimé la poésie, l'onirisme. Une sirène à Paris, ça me tentait pas. Et force est de constater que ça me tentait pas et c'était pour de bonnes raisons a priori puisque j'ai pas aimé cette lecture. J'ai pas accroché tout simplement ni à l'intrigue ni au style. Le seul point positif quasiment que j'ai envie de donner c'est que c'est court, ça se lit vite. Mais ça se lit tellement vite que c'est aussi très vite oublié à mon avis. Bref, Une sirène à Paris, ça parle de quoi ? On va suivre un héros qui s'appelle Gaspard, ça se passe en 2016 à Paris et la Seine connaît une crue assez exceptionnelle. Gaspard, en sortant du boulot un soir, il découvre sur les quais de Seine une sirène échouée, blessée. Pas plus surpris que ça, il l'emmène chez lui pour la soigner et il l'installe dans sa baignoire. Je peux également vous dire que la sirène n'est pas forcément un personnage sympathique puisque elle tue les hommes, comme la sirène, la figure mythologique, elle les touche en plein cœur et elle leur fait avoir des crises cardiaques. Donc elle prévient Gaspard en lui disant que son seul désir c'est de le tuer et qu'elle va le tuer. Gaspard lui répond que c'est impossible puisque il a déjà eu le cœur brisé par une autre femme, donc elle peut rien lui faire. Comme vous vous en doutez, il va y avoir une histoire d'amour entre ces deux-là. Et c'est un des points négatifs à mon avis, enfin en tout cas pour moi, c'est que je n'ai absolument pas cru en cette histoire d'amour que j'ai trouvée particulièrement niaise, amenée tellement rapidement que on n'y croit pas du tout. Bref, ça l'a pas fait. J'ai pas non plus aimé les personnages, là j'ai trouvé la sirène antipathique au possible. Bon, c'est peut-être la figure mythologique qui veut ça un petit peu, mais bon, je l'ai pas apprécié. Je vais pas non plus accrocher plus que ça à Gaspard. Quant à l'écriture, si j'avais bien aimé les fois précédentes l'onirisme, la poésie de Mathias Malzieu, et ben là, je sais pas si c'est parce que j'ai grandi, si j'étais pas dans le bon mood, si j'avais déjà un a priori négatif, mais là aussi ça l'a pas fait. J'ai trouvé que c'était trop. Pourtant, c'est un réalisme magique que je peux apprécier. Pendant ma lecture, j'ai souvent pensé à Big Fish de Tim Burton ou à L'écume des jours de Boris Vian, qui sont 2 histoires plutôt romantiques dans le sens où il y a une histoire d'amour très forte, très intense, qui sont 2 histoires qui me plaisent, auxquelles j'accroche, auxquelles je crois. Donc, comme quoi le réalisme magique, cette petite magie dans le quotidien, ce fantastique, ce merveilleux, ça peut marcher et ça peut me plaire. Mais avec Mathias Malzieu, malheureusement, s'il y avait tous les éléments pour que ça fonctionne, il y a eu un truc en trop qu'il n'a pas fait. Comme si tout était artificiel, il insiste trop sur les passages métaphoriques, les comparaisons, bref. Voilà, Une sirène à Paris, vite lu, vite oublié.
Et bah, je pense que je vous le conseille pas, à moins que vous soyez de très grands fans de Mathias Malzieu. Je continue avec de la littérature irlandaise. J'ai commencé mon mois irlandais, The Irish Readathon, par un grand classique de la littérature irlandaise qui est Paddy Clark, de Roddy Doyle, chez Robert Laffont, collection Pavillon Poche. Si je dis que c'est un grand classique, c'est surtout parce que c'est un livre qui a reçu un prix en Irlande et c'est sans doute un des titres les plus connus de cet auteur, Roddy Doyle, qui est lui-même un auteur très célèbre en Irlande. Donc Paddy Clark a reçu le Booker Prize en 93. Voilà, donc en plus c'est un titre qui commence un petit peu à dater. Paddy Clark, c'est l'histoire de Paddy Clark, qui est un petit garçon, qu'on voit sur la couverture, qui a une dizaine d'années. Et on va suivre ses aventures au quotidien dans le Dublin des années 60. Un Dublin qui est en pleine expansion. On suit ce petit garçon qui appartient à la middle class irlandaise avec ses soucis d'argent. On a aussi un petit fond de catholicisme irlandais. Paddy est scolarisé dans une école pour garçons catholiques. On a également en toile de fond, mais assez éloigné, le conflit nord-irlandais qui est toujours dans le quotidien plus ou moins immédiat des Irlandais des années 60. Bon, comme c'est Paddy qui nous raconte son histoire, pour lui qui a 10 ans, c'est quelque chose qu'il entend un petit peu, mais c'est pas quelque chose qui fait partie de son quotidien vraiment. Mais c'est quand même un petit peu en toile de fond. Comme tout ce qui peut se passer dans la société irlandaise, pour un petit garçon de 10 ans, on se rend pas forcément compte de ce qui se passe dans la société. Le plus important pour Paddy, c'est l'école catholique de garçons, c'est les 400 coups avec ses copains, c'est toutes les bêtises qu'il peut faire dans le quartier, parfois des bêtises qui sont un petit peu cruelles, notamment envers les animaux, envers les voisins. Bref, pendant 400 pages, on va voir ce quotidien du petit Paddy, et j'avoue, malheureusement, que je me suis un petit peu ennuyée, parce que 400 pages de bêtises d'un enfant de 10 ans, c'est un petit peu répétitif. Ce qui est un petit peu surprenant également dans ce livre, c'est la narration. En fait, il n'y a pas de chapitre, c'est un énorme chapitre sur 400 pages. Il n'y a pas de découpe, il n'y a quasiment pas de saut de ligne. C'est comme si on était dans la tête du petit garçon et qu'il nous racontait son quotidien, son présent, mais qu'il agrémente de souvenirs comme ça qui arrivent comme des flashbacks. J'ai presque envie de comparer ça au Ulysse de James Joyce, qui est voilà, une écriture du quotidien, des pensées un petit peu comme ça, sans construction. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez dense et qui est parfois un petit peu brouillon, donc ça aide pas forcément à une lecture facile. Donc une lecture quand même mitigée. Je retiens tout de même quelques passages qui sont assez tendre, espiègle, voire émouvant, notamment quand Paddy nous explique qu'à la maison, avec ses parents, ça se passe pas forcément très bien, les deux parents s'entendent plus, donc il y a comme une phase de pré-divorce, enfin bon, de séparation en tout cas, et Paddy se pose beaucoup de questions à ce sujet-là, il se remet en question, il se dit que c'est peut-être sa faute. Ça chamboule beaucoup de choses dans le quotidien des enfants qui peuvent vivre ça, et Paddy nous l'explique plutôt bien. Donc il y a certains passages qui sont quand même émouvants, mais malgré tout, je me suis assez ennuyée dans cette histoire et je suis la première déçue. Je continue une nouvelle fois avec un titre qui est plutôt jeunesse, qui est même très jeunesse, puisqu'il s'agit de La porte de la salle de bain de Sandrine Beau aux éditions Talent Haut. C'est un livre qui est très court puisqu'il fait moins de 100 pages, mais pour moi c'est la parfaite démonstration qu'on n'a pas besoin d'écrire quelque chose de très long pour faire passer un message percutant et très efficace. Alors je sais pas si l'illustration de couverture et le titre du livre peuvent déjà vous donner un indice sur le sujet de ce livre, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. On suit Mia qui est une préadolescente qui vit avec sa maman et son petit frère. La maman a longtemps été très déprimée, mais là ça va un petit peu mieux puisqu'elle a trouvé un nouvel amoureux. Le quotidien est plutôt heureux. Même si cette maman est souvent absente puisqu'elle est soignante, je sais plus si elle est infirmière ou docteur, mais bref, elle a des horaires un petit peu décalés, donc elle est quand même souvent absente du foyer. Mais le nouvel amoureux garde les deux enfants, ça se passe plutôt bien, il est plutôt amusant, plutôt drôle, bref, un quotidien plutôt sympa.
Le seul petit souci finalement dans ce quotidien pour Mia, c'est qu'elle attend impatiemment de grandir et donc chaque matin elle se regarde, elle s'ausculte dans la glace parce qu'elle espère voir un signe physique qu'elle est en train de devenir une adolescente. Donc tous les matins elle regarde sa poitrine parce qu'elle veut absolument voir ses seins qui poussent. Et un beau jour, enfin, Mia voit dans la glace que sa poitrine commence à pousser. Je sais plus exactement comment elle décrit ça, mais je pense qu'elle dit que c'est des petits pois. Et voilà, elle est super contente. Mais finalement, le bonheur va s'étioler un petit peu parce qu'elle va se rendre compte que si elle commence à grandir et à changer physiquement, et bien finalement le regard des autres sur elle va commencer à changer également, et notamment le regard des hommes qui sont inconnus dans la rue, dans le bus par exemple, et des regards qui vont donc la mettre de plus en plus mal à l'aise. Elle va presque se sentir coupable finalement de cette transformation qu'elle subit et de ces regards qu'elle perçoit sur elle. Encore pire, le regard du nouvel amoureux de sa maman va également changer et va la mettre dans une situation un petit peu compliquée, et je pense que vous doutez de là où je veux en venir. Chaque soir ça va être de plus en plus compliqué pour Mia de rentrer après l'école chez elle, puisque plusieurs fois, comme par hasard, alors qu'elle prend sa douche dans la salle de bain, le nouvel amoureux de sa maman entre. Elle va essayer de trouver des petits stratagèmes pour éviter ce nouvel amoureux, prendre sa douche plutôt chez sa grand-mère, prendre sa douche plutôt à l'école après les séances de sport, mais à chaque fois le nouvel amoureux réussit à détourner ses stratagèmes. Bref, c'est compliqué. Je m'arrête là pour l'intrigue, je vous laisserai découvrir la suite si vous avez envie de découvrir cette histoire. Je peux juste vous rassurer en disant que il n'y a jamais vraiment de passage à l'acte, et en même temps tout ce que Sandrine Beau, l'autrice, nous raconte, c'est assez explicite pour mettre très mal à l'aise et pour faire passer le message très intensément. Mais ça reste de la littérature jeunesse, plutôt dédiée aux adolescents à mon avis à la base, donc il n'y a pas de scène trash et de scènes de violence horribles. La violence est plutôt psychologique puisqu'on s'imagine très bien ce que peut ressentir la petite Mia dans son quotidien. Avec ma collègue bibliothécaire, on se demandait à qui on pouvait conseiller ce type de livre. Et moi je pense finalement que c'est peut-être pas mal de le conseiller à des parents et leurs préadolescents, un peu pour une lecture en duo, pour sensibiliser, pour instaurer un petit peu une communication entre le parent et son préadolescent, pour que les deux puissent en parler ensemble si jamais le préadolescent vit ce genre de situation. Voilà, qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il oserait en parler à ses parents? Est-ce qu'il oserait en parler à des adultes? Bref, pour instaurer un petit peu, voilà, un dialogue, parler un petit peu de tout ça, et puis aussi surtout rassurer son préadolescent, son adolescent, en assurant que voilà, la communication est là, le dialogue peut être là, qu'il y a de l'écoute, qu'il n'y a pas de jugement, etc. Donc pour moi c'est un peu un livre un petit peu passerelle entre un parent et son enfant, son préadolescent. Je pense que ça peut être pas mal, voilà, pour parler de ces choses-là, de se baser sur un titre comme celui-ci. En tout cas, c'est un titre qui est très efficace, qui est court, percutant, et qui est à mon avis très important. Je continue avec des graphiques, les premiers de cette vidéo, qui sont les 2 premiers tomes de la série Histoire dessinée de la France aux éditions de la Découverte. Alors le concept de cette série qui est prévu en 20 tomes, c'est de raconter l'histoire de la France de façon dessinée, comme le titre l'indique. Mais en fait, à chaque fois, à chaque volume, il y a une association entre un historien et un illustrateur différent. Donc chaque volume est très différent. Donc le positif, c'est que on découvre le travail de personnes différentes à chaque volume, et en même temps, parfois on peut moins apprécier le travail justement de ces personnes d'un volume à l'autre. Le premier volume, c'est celui que j'ai préféré pour le moment, revient justement sur les origines de notre pays, et il déconstruit justement ce discours un petit peu d'unité nationaliste, ce qui est très important à mon avis. Pour cela, il met en scène plusieurs figures historiques complètement différentes et qui appartiennent à des époques complètement différentes également. On va par exemple retrouver Jeanne d'Arc, Molière, Marie Curie, le maréchal Pétain. Qui est-ce qu'on a d'autre? Le général Dumas, donc
le père d'Alexandre Dumas, le père de l'écrivain, Jules Michelet, l'historien. Toutes ces figures vont être rassemblées dans une sorte de van qui va sillonner les routes de France à la recherche d'endroits qui ont compté justement pour l'histoire nationale. Et à chaque fois, les personnages s'arrêtent devant tel ou tel monument, architecture, et vont expliquer un petit peu ce qui a pu se passer ici et en quoi ça a été important ou pas pour l'histoire nationale. Donc c'est un volume qui est surtout basé sur l'humour et sur les situations complètement loufoques, incongrues. Rassembler Marie Curie, Molière, Jeanne d'Arc, le maréchal Pétain dans un van, c'est quand même assez absurde et ça fonctionne très très bien. Et je trouve que c'est pour ça que ce premier volume fonctionne bien, c'est qu'on apprend beaucoup de choses, c'est très documenté, mais en même temps il y a un aspect très humoristique, ironique qui est très présent, et donc on apprend plein de choses sans s'en rendre compte, ça passe tout seul. Et justement en comparaison, le deuxième volume m'a semblé effectivement très documenté, mais comme il est à mon avis beaucoup moins porté sur l'humour, et ben ça m'a semblé beaucoup plus dense et finalement beaucoup moins, pas percutant, mais j'en suis ressortie avec beaucoup moins de choses retenues finalement. Faut dire que le deuxième volume s'attarde sur les Gaulois. C'est un sacré bordel, mais de toute façon le sujet déjà à la base est un sacré bordel, puisque définir le terme de Gaulois c'est plutôt compliqué. Les Celtes, les Gaulois, etc. c'est quelque chose de dense. En tout cas, si l'histoire de France vous intéresse, je vous invite à vous pencher sur ces volumes. Chaque volume revient sur une période de l'histoire de France. Moi j'ai décidé de les lire dans l'ordre de publication, dans l'ordre chronologique de l'histoire française, mais je vous invite, si vous le souhaitez, peut-être à vous pencher plus sur une période qui vous interpelle plus qu'une autre. Mais quand même, lisez le tout premier volume, Les origines de la France, je pense qu'il vaut le coup et qui en plus pose vraiment les bases. Voilà, de cette unité nationale qu'on veut absolument nous vendre et qui finalement est une vaste fumisterie, j'ai envie de dire. On repart du côté du challenge The Irish Widdowson avec un nouveau titre de littérature irlandaise. Il s'agit de Rocking the System de Siobhan Parkinson, illustré par Bren Luke aux éditions Little Island. Comme vous pouvez le constater, c'est un titre en VO, et ce n'est pas un titre de fiction, mais plutôt un documentaire, plutôt dédié à un public assez jeune, à un public adolescent. Dans ce livre, on va découvrir le portrait de 20 femmes irlandaises qui ont compté, qui ont changé l'histoire irlandaise. Il y a des portraits très différents, on va découvrir une figure de la mythologie irlandaise, il y a des activistes politiques, des artistes, des sportives, bref, des femmes qui ont évolué dans des sphères différentes, à des époques différentes, mais qui ont réussi, chacune à leur façon, alors qu'elles évoluaient plutôt dans des milieux masculins, elles ont réussi à s'imposer et à changer les choses. J'ai beaucoup aimé la présentation de chacun des portraits de ce livre. C'est une présentation qui est similaire pour les 20 portraits. On commence par une double page d'en-tête sur laquelle vous allez avoir une illustration en noir et blanc de la figure présentée, le nom de cette figure, ses dates de vie et mort, et puis une courte phrase de présentation qui vous explique qui est cette personne. Je trouve que les illustrations sont magnifiques en noir et blanc et donc sont signées par Bren Luke. Ensuite vous avez la biographie en elle-même sur quelques pages avec quelques encarts à chaque fois qui proposent des petites anecdotes et des annexes à ces portraits. C'est court, c'est bref, mais c'est plutôt complet. À chaque fois ça revient sur la vie de la femme qui est présentée, ça met un petit peu en contexte historique et puis ça explique également les actions de ces femmes. Et puis le portrait se termine et je trouve que c'est plutôt bien joué par une page ou une double page qui revient sur les dates clés des portraits de ces femmes. Donc on peut voir en un seul coup d'œil quelles ont été leurs vies. On se rend compte que ces femmes ont eu des vies plus ou moins longues, selon les portraits, mais des vies qui ont toujours été très riches, et notamment en rencontres et en détermination, combativité. Pour certaines, le combat a été physique d'ailleurs. Mais bref, voilà, des vies
très riche. Comme c'est une maison d'édition qui est plutôt dédiée aux enfants et adolescents, c'est un texte qui est très abordable, même pour des lecteurs qui ne sont pas bilingues anglais. Je trouve que, à part quelques mots de vocabulaire, dans l'ensemble ça se lit vraiment très facilement et c'est très abordable. Moi ça m'a passionnée, il y a certaines femmes que je ne connaissais pas mais qui m'ont donné envie d'en savoir plus sur elles. Je trouve que c'est une très bonne introduction si on a envie de découvrir quelques portraits de femmes irlandaises qui ont compté dans l'histoire. Ça peut être une base à des lectures un petit peu plus poussées dans l'avenir si on a envie d'en savoir plus sur certaines femmes. Encore un titre de littérature irlandaise pour The Irish With a Son, un tout petit recueil qui s'appelle Le goût de Dublin, donc c'est un collectif et c'est publié chez Mercure de France. C'est un titre qui est à la limite entre la fiction et le guide touristique, puisque dans ce recueil, on va avoir des dizaines et des dizaines de très courts extraits de textes écrits par des écrivains irlandais ou d'autres nationalités, mais qui parlent d'Irlande et qui parlent notamment de Dublin, la capitale. En fait, c'est un voyage dans la capitale irlandaise à travers la littérature. Les extraits sont hyper courts, ça m'a surprise au départ parce que je m'attendais pas du tout à ça, je pensais que ça serait des nouvelles en fait, mais non. À chaque fois, on a une présentation en italique de l'auteur ou du contexte, et ensuite on a l'extrait qui court sur une page à peine, donc c'est vraiment très court. Le positif dans ce choix, c'est que on a énormément d'extraits différents, la multitude est là. Le négatif, c'est que c'est parfois un petit peu dur quand même de se faire une idée du style d'un auteur avec un passage aussi court. J'ai oublié de vous dire que ce recueil est partagé en 3 parties qui correspondent à 3 grandes thématiques qui sont, je cite, voir Dublin, boire Dublin et croire Dublin. Les 2 premières parties m'ont pas mal plu. Donc la première, c'est plutôt une visite un petit peu touristique, on va voir l'architecture, l'histoire de Dublin, encore une fois à travers des auteurs qui ont écrit à ce sujet-là, ou en tout cas qui ont écrit des passages dans leurs livres qui revient sur ce sujet-là. La deuxième partie, qui est boire Dublin, va plutôt nous amener dans les pubs, dans la gastronomie, plutôt dans la boisson irlandaise, on va pas se mentir. Et la dernière partie, qui est celle que j'attendais le plus, croire Dublin, qui est finalement celle peut-être qui m'a la plus déçue, puisque je m'attendais à voir des textes plutôt liés aux superstitions, au folklore irlandais, et j'ai trouvé finalement que c'était un petit peu pauvre là-dedans. En tout cas, j'ai pas beaucoup accroché avec les extraits de textes qui nous sont présentés à ce sujet-là. Je suis un petit peu mitigée sur cette lecture parce que d'un côté, ça m'a plu de découvrir ces textes-là parce que ayant visité Dublin à plusieurs reprises, ça m'a rappelé des souvenirs. En même temps, les lieux que je connaissais pas, ça m'a donné envie d'aller visiter, de faire une sorte de pèlerinage littéraire à Dublin. J'ai oublié de vous le préciser, qui est quand même une des capitales de l'UNESCO pour la littérature. Donc vraiment, la littérature a une énorme place à Dublin. Vous pouvez faire un pèlerinage pour suivre le chemin emprunté par le héros de Ulysse de James Joyce par exemple, voilà, qui traverse Dublin en une journée, et vous pouvez faire le même chemin que le héros. Vous pouvez aller voir les endroits où ont vécu Oscar Wilde, Bram Stoker, Graham Swift, bref des auteurs irlandais qui sont quasiment tous dans le même coin, qui sont vers Merrion Square, qui est un joli petit square où il y a une statue horrible d'Oscar Wilde mais qui est très connue, bref, vous pouvez aller voir ça. Et autre chose en positif, c'est qu'il y a quand même pas mal d'extraits d'auteurs que je ne connaissais pas, donc ça m'a aussi donné envie d'aller gratter un petit peu plus loin, donc ça c'est le positif. Le négatif, je trouve, c'est que finalement c'est quelque chose qui est très pointu. Les extraits sont quand même assez classiques, ou reviennent sur des choses très précises de l'histoire, des us et coutumes irlandaises. Et donc si on n'est pas déjà un tout petit peu connaisseur de l'histoire, de l'architecture, de les us et coutumes du pays, je pense que ça va pas forcément intéresser, et donc c'est pas un titre que je conseillerais à ceux qui ont envie de découvrir vraiment l'Irlande et la capitale, mais plutôt un titre que je conseillerais aux amoureux déjà de l'Irlande. On retourne du côté des graphiques avec un manga. C'est, je pense, mon plus gros coup de cœur
des lectures du mois de mars. La porte de la salle de bain était déjà quand même une très belle lecture. Rocking the System, donc le documentaire sur les femmes irlandaises, était aussi une très belle lecture. Mais là, on est vraiment sur le coup de cœur qui fait plaisir. Et en plus, je me rends compte que ces derniers mois, j'ai quand même lu pas mal de mangas, parce que dans mon ancien travail, les derniers mois, j'avais récupéré les acquisitions du côté des mangas, donc j'avais lu pas mal de nouveautés. J'avais fait de belles découvertes, mais pas au point d'avoir envie d'acheter ces séries-là pour les mettre dans ma bibliothèque. Et là, ce premier tome, vraiment, c'est un des rares mangas que j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque, que j'ai envie de relire, je pense. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Il s'agit du premier tome de Magus of the Library de Mitsu Izumi chez Kiyun. Alors il n'est pas vraiment dans ma bibliothèque, il est dans la bibliothèque de Monsieur Lou, donc bon, on fait presque bibliothèque commune maintenant, ça y est. Donc je peux aller lui piquer des livres. Non. La salle, je vais lui piquer pendant la nuit. Dans Magus of the Library, on va suivre l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Shio. Un petit garçon pauvre, mais qui adore lire. Pour lui, le livre, c'est presque sacré. Il adore découvrir de nouvelles aventures et vivre des aventures par procuration. Il a une grosse imagination. Le problème, c'est que dans la ville près de là où il habite, la bibliothèque est interdite aux enfants et surtout aux enfants des quartiers défavorisés. Voilà, il a interdiction d'entrer dans la bibliothèque. Le rêve de Shio, c'est d'aller dans la capitale, puisque dans la capitale, il y a une énorme bibliothèque centrale. Et lui, son rêve, c'est d'aller voir tous ses livres et, si possible, d'en faire sa vie, de devenir bibliothécaire lui-même. L'intrigue commence véritablement quand on va découvrir 3 ou 4 bibliothécaires justement de la bibliothèque centrale qui arrivent dans le village où vit Shio. Je ne sais plus pourquoi elles viennent là. Mais bref, Shio va les fréquenter entre guillemets et va en apprendre un petit peu plus sur les livres et ça va lui donner encore plus envie de vivre sa vie au milieu des livres et de devenir bibliothécaire, d'aller dans la capitale, d'aller à la bibliothèque centrale. Je sais pas si je vous ai donné beaucoup envie de lire ce manga avec cette présentation, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est magnifique, les illustrations sont merveilleuses. Pour les gens qui sont pas lecteurs de manga, mais qui aiment les beaux dessins, je pense que vous pouvez vous pencher sur Magus of the Library, vous serez pas déçus, visuellement c'est beau. Autre chose qui m'a énormément plu dans ce manga, c'est tout le discours autour du livre, et notamment autour des bibliothécaires et de leur mission. J'ai trouvé que c'était hyper représentatif des missions de bibliothécaires dans la vraie vie. Et j'ai beaucoup aimé ce discours. On a évidemment la mission que tout le monde connaît, en tout cas quand on parle de bibliothécaire, je pense que c'est une mission assez connue, qui est une mission de restauration, donc les bibliothécaires qui sont chargés de réparer et de restaurer les livres. Et là, je sais pas si c'est une femme ou un homme, mangaka, bref, là où le mangaka nous présente aussi des bibliothécaires qui font partie des départements des affaires extérieures, donc là, qui sont chargés d'étendre l'influence de la bibliothèque en province et de la protection des ouvrages nouvellement acquis. Et une autre des missions qu'on découvre dans ce premier volume, c'est une mission qui appartient au département protection, qui est chargée de déjouer les tentatives de vol et d'empêcher la diffusion de textes interdits. C'est un peu la police des livres. Alors là c'est peut-être un petit peu moins représentatif de la réalité du métier de bibliothécaire. J'ai envie de souligner dans ce manga, c'est que là où le mangaka insiste sur le fait que les bibliothèques doivent être accessibles à tous, et c'est un petit peu ce qu'on voit dans ce premier volume, que quel que soit l'âge, le sexe, le genre, l'ethnie, le statut social, que vous soyez riche ou pauvre, les bibliothèques sont ouvertes à tous. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de jugement. Voilà, c'est un lieu ouvert à tous. C'est important, c'est une réalité, en tout cas en France. C'est quelque chose, un discours que tous les bibliothécaires, enfin j'espère, je crois, tiennent. Voilà, c'est l'ouverture à tous. Et je trouve qu'on le voit beaucoup dans ce manga, et je trouve ça assez touchant, émouvant. C'est un discours que j'aime beaucoup et qui me tient personnellement beaucoup à cœur. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce métier de bibliothécaire.
C'est l'accès à tous, à un lieu, à la culture, à l'imagination, au divertissement, voilà, à tout ça. Autre belle lecture, il y en a quand même eu pendant ce mois de mars, il s'agit du livre 10 de Marine Carteron aux éditions du Rouergue, collection duo ado noir, je crois. 10, comme son nom l'indique, et l'autrice et l'éditeur ne s'en cachent pas, est une réécriture des 10 petits nègres d'Agatha Christie, mais version adolescent et version 2019-2020, donc version vraiment 2.0, un remake avec la télé-réalité, les réseaux sociaux, etc. Moi j'ai trouvé que c'était une réécriture hyper efficace, hyper addictive, et je pense qu'il plaira aux lecteurs adolescents qui ne connaissent peut-être pas l'œuvre d'origine d'Agatha Christie, mais qui se retrouveront très certainement dans cette réécriture proposée par Marine Carteron. On découvre 7 adolescents et 3 adultes, 7 adolescents qui appartiennent plus ou moins au même lycée, même s'ils ne sont pas amis, ils se connaissent tous plus ou moins de loin, et 3 adultes qui là aussi sont plus ou moins liés au lycée, pas tous, mais je ne vous en dis pas plus. Bref, ces 10 personnages vont être envoyés, convoqués même, sur une île sauvage bretonne pour tourner une nouvelle télé-réalité qui est un escape game littéraire. Donc ils se retrouvent tous les 10 sur cette île sauvage, ils n'ont pas accès a priori à la technologie puisqu'on leur a interdit d'amener leur téléphone portable, leur ordinateur. Donc il n'y a pas non plus de téléphone fixe pour pouvoir appeler l'extérieur. Bref, ils sont en huis clos sur cette île. Quand ils arrivent, les 10 personnages, les 7 adolescents et les 3 adultes, ils découvrent qu'ils ont chacun une chambre attitrée et cette chambre est à l'effigie soit d'un conte de fées, soit d'un mythe. Donc il y a par exemple la chambre peau d'âne, la chambre le petit chaperon rouge, une chambre qui est plutôt à l'effigie d'Hélène de Troie, ou une autre qui est à l'effigie du mythe de Sisyphe. On va s'en douter, ils n'ont pas une chambre attitrée par hasard, ça a un rapport avec leur histoire, leur personnalité, mais on va le comprendre petit à petit au fil de l'histoire. Et comme pour les 10 petits nègres d'Agatha Christie, petit à petit, les personnages vont être éliminés un par un. Voilà. Il va y avoir des meurtres. Alors au début on peut croire que c'est des accidents, mais très vite on va se rendre compte que c'est des meurtres. Et comme c'est un huis clos sur une île sauvage où apparemment personne ne peut aborder, on comprend très vite que le ou la coupable fait partie des 10 personnages qui sont là, soit un des adolescents, soit un adulte. Et évidemment, on se doute aussi que tous sont plus ou moins liés par une affaire plus ou moins sordide. Mais là encore, je vous explique pas, hein, je vous laisse la surprise. J'ai trouvé que c'était très dynamique, les dialogues sont efficaces, fonctionnent bien. Je trouve qu'ils sont pas superficiels. C'est une des forces de Marine Carteron qui me font... ça me fait aussi penser un petit peu à l'écriture de Manon Fargeton, qui écrit aussi des livres pour adolescents, qui se renseigne pas mal sur la façon de parler des adolescents, sur le vocabulaire qu'ils emploient, et donc ça fait des livres qui ne sont pas artificiels et qui sont vraiment dans l'air du temps, et donc qui peuvent plaire à ce lectorat adolescent, qui se retrouveront non seulement dans le vocabulaire employé, mais également dans les thématiques. Et là, avec Marine Carteron, ça fonctionne super bien. Elle aborde des thématiques qui vont parler donc à ces adolescents, qui sont des thématiques de harcèlement scolaire, de harcèlement sur les réseaux sociaux. Il y a également des thématiques d'agression sexuelle, de viol, de consommation de drogue. Encore une fois, c'est plutôt efficace, c'est plutôt bien mené et c'est addictif, c'est un page turner. Moi je l'ai lu très rapidement, j'avais envie de découvrir le fin mot de l'histoire. Et j'en viens un petit peu peut-être à mon seul petit bémol de cette histoire, c'est justement la révélation, le fin mot de l'histoire, qui est efficace dans le sens où moi j'ai rien vu venir, mais je suis complètement nulle hein, quand il s'agit de thriller policier, je comprends jamais qui est le coupable avant qu'on me dise noir sur blanc c'est lui ou elle le coupable, donc dans ce sens c'est efficace, en tout cas pour moi ça l'a été. En revanche j'ai trouvé que la révélation, l'explication du pourquoi était peut-être un petit peu en dessous de ce que j'espérais, parce que c'était peut-être pas aussi tortueux que j'aurais pu l'imaginer. Pas aussi tortueux que chez Agatha Christie, mais encore une fois ça fonctionne, c'est efficace et je pense que ça pourra beaucoup plaire aux adolescents qui
peut-être, après avoir lu 10 de Marine Carteron, auront envie de découvrir l'œuvre d'origine d'Agatha Christie, je l'espère. Un titre un peu plus jeunesse, et on retourne cette fois du côté de la littérature irlandaise, pour The Irish Widdowson encore une fois. Il s'agit de Panique à la bibliothèque de Owen Colfer, non c'est pas Owen, c'est Owen en fait ça se dit, illustré par Tony Ross aux éditions Gallimard Folio Cadet. C'est aussi l'auteur de Artemis Fowl, que vous connaissez peut-être, et il y a une adaptation qui va sortir très prochainement, je crois à la rentrée, ou cet été, bref. Moi j'avais lu Artemis Fowl, le premier tome, et j'avais été un petit peu mitigée. J'attendais beaucoup de choses de ce titre puisqu'il met en scène le petit peuple, le folklore un petit peu irlandais, avec un héros jeune, très espiègle, avec un QI supérieur il me semble. J'avais aimé le folklore mais j'avais pas trop apprécié le héros. Je pense que j'étais trop vieille justement quand j'ai lu ce premier tome. Donc j'étais curieuse, tout ça pour dire que j'étais curieuse quand même de découvrir un autre titre de cet auteur. Et j'ai beaucoup aimé Panique à la bibliothèque, qui là est plutôt destiné à un lectorat un peu plus jeune. Hein. C'est une première lecture, je pense voilà, c'est à lire dès 7-8 ans. C'est très court, ça fait même pas 100 pages et c'est illustré. C'est l'histoire de deux frères, Will et Marty, qui sont les deux aînés d'une fratrie de 5 garçons. Les parents n'en peuvent plus du vacarme, du bazar qu'il y a à la maison, et donc ils décident d'envoyer les deux frères aînés, Will et Marty, tous les après-midi à la bibliothèque pendant les vacances scolaires pour avoir un peu de calme dans la maison. Donc Will et Marty, vous vous en doutez, ça leur fait pas du tout plaisir parce qu'ils détestent lire, ils détestent aller à la bibliothèque et en plus ils ont peur de la bibliothécaire qu'ils surnomment Patator, parce que selon eux, la bibliothécaire est armée d'un lance-patate, d'où le Patator. Ils vont se retrouver les après-midi dans cette petite bibliothèque et ils vont être confinés sur le tapis qui est situé dans l'espace jeunesse avec interdiction absolue de sortir de ce tapis. Donc vous vous imaginez pour des enfants de 10-11 ans, voire un petit peu moins, les après-midi à la bibliothèque quand on n'aime pas lire et qu'on peut pas mettre un pas en dehors du tapis, c'est long. Donc évidemment les deux frères vont essayer de sortir du tapis et de faire quelques petites bêtises, mais la bibliothécaire Patator, armée de son panneau chut et de ses tampons encreurs, va les remettre dans le droit chemin. Donc les deux garçons, voilà, vont se retrouver assis sur le tapis et la seule activité qu'ils vont pouvoir faire, c'est de faire semblant de lire. Mais ben au bout d'un moment, la magie opère et les deux garçons, finalement, ne vont plus voir les heures passer. Chaque après-midi, ils vont aller à la bibliothèque et ils vont lire les livres dans cet espace jeunesse sur ce tapis et ils vont se rendre compte que finalement, même en étant confinés sur un tout petit tapis, dans un tout petit endroit, et bien grâce au livre, on peut s'évader très très loin. Encore une fois, une petite ode à la littérature et aux bibliothèques. Ce qui est très sympa dans ce livre, c'est que c'est visuellement très imagé, très fort, et justement avec Monsieur Lou qui l'a lu en même temps que moi, on se disait que ça pourrait faire un super court-métrage d'animation, que visuellement c'était très très fort et qu'il y avait quelques scènes qu'on imaginait très bien. Je termine avec le dernier livre lu pendant ce mois de mars, et le dernier livre lu dans le cadre de The Irish Widdowson. Et malheureusement, j'ai terminé ce mois de mars avec une grosse déception. Ça a été ma plus grosse déception du mois, quasiment. J'ai peut-être encore moins aimé Une sirène à Paris, mais comme j'en attendais pas grand-chose en le débutant, finalement j'ai pas été vraiment déçue. Que là, j'avais quand même des attentes assez élevées. Pour tout vous avouer, quand j'ai acheté ce livre, j'hésitais entre deux livres à la librairie. Deux sorties récentes de littérature irlandaise. J'hésitais entre Le bal des ombres de Joseph O'Connor et Une rivière dans les arbres de Jacqueline O'Mahony aux éditions Les Escales. Et ben en fait maintenant je me rends compte que j'aurais mieux fait d'acheter Le bal des ombres qui apparemment est génial. Je l'ai vu passer sur Instagram, sur Bookstagram, et a priori tout le monde est unanime pour dire que c'est un très très bon Joseph O'Connor. Par contre celui-là je l'ai pas vu passer. Et voilà, super déçue. Alors Une rivière dans les arbres, ça parle de quoi? C'est un livre qui est découpé en deux voies narratives, en deux sortes de chapitres, puisque d'un côté on va être en 1919 dans le comté de Kerry, donc c'est un comté que vous connaissez peut-être parce que touristiquement il est assez connu, il y a l'anneau de Kerry. C'est sur la côte ouest
sur la côte sauvage irlandaise, dans le sud plutôt du pays. C'est magnifique, mais c'est très sauvage. Et donc en 1919, on va suivre une héroïne qui s'appelle Anna, qui est très jeune, hein, qui doit avoir 18 ou 19 ans, et qui est une fille d'un fermier plutôt aisé du coin. Dans la famille, dans cette ferme, il y a un petit peu deux clans. Il y a la mère et la sœur cadette de Anna, qui elles sont plutôt, je dirais pas favorables, mais voilà, qui acceptent sans trop de problèmes la domination, la colonisation britannique. Elles, en fait, ça change pas leur quotidien et tout ce qu'elles espèrent, c'est juste qu'elles pourront continuer, voilà, leur petit train-train, aller au bal et pour la plus jeune se marier, avoir des enfants, bref. Voilà, qu'il y ait des Anglais ou pas sur le sol irlandais, ça change pas leur vie. Au contraire, le père et Anna, eux, ont plus une âme rebelle et ne vont pas hésiter à prendre des risques pour justement cacher des rebelles irlandais qui sont recherchés par la milice britannique. Voilà, donc deux clans, deux ambiances dans la maison. Anna va aider son père à cacher des rebelles irlandais, et notamment le chef de ces rebelles qui s'appelle, je l'ai noté, qui s'appelle Oriada. Et évidemment, une chose en entraînant une autre, vous vous doutez de ce qui va se passer, il va y avoir rapprochement entre ces deux-là, et je ne vous en dis pas plus. Dans la deuxième voie narrative, deuxième sorte de chapitre, on est un siècle plus tard, on est en 2019, et là on suit une héroïne qui s'appelle Hélène, et Hélène est irlandaise d'origine, mais dès qu'elle a pu, elle a fui le pays, absolument. Et elle s'est réfugiée en Angleterre, à Londres, où elle a épousé un Anglais. Elle renie ce passé irlandais. Elle a un discours très négatif sur l'Irlande, ses habitants, ses coutumes, son climat, son architecture. Bref, rien ne va pour elle en Irlande. Sauf que son mariage bat de l'aile. Elle est en dépression totale parce qu'elle a fait plusieurs fausses couches. Son rêve c'était d'être mère et je crois qu'elle arrive à la quarantaine et elle n'arrive pas à être mère. C'est très très dur pour elle et elle ne se remet pas de ses fausses couches. Donc elle espère tourner la page de tout ça, elle espère commencer une nouvelle vie. Et pour ça, elle a un déclic, elle a une idée, c'est d'aller racheter la vieille ferme familiale dans le comté de Kerry en Irlande. Vous vous doutez qu'il y a un lien entre les deux histoires, il y a un siècle qui sépare ces deux femmes, mais elles ont un lien de parenté, je ne vous spoil pas en disant ça, on s'en doute très fortement dès le début. Sauf que les deux femmes sont très différentes l'une de l'autre. Autant Anna, c'est une jeune femme très combative, qui va aider les rebelles, qui va vivre quelque chose de très dur, mais qui est très combative, déterminée. Et à côté de ça, Hélène, c'est un personnage que j'ai trouvé détestable. Elle ne s'aime pas elle-même, et donc c'est très difficile de l'aimer, nous aussi en tant que lecteur. Elle évolue quand même pendant ce roman, et donc elle évolue un petit peu positivement. Mais malgré tout, j'ai pas réussi à l'apprécier, et ça a un petit peu gâché, si vous voulez, ma lecture. En tout cas, les chapitres qui la concernaient en 2019. On va aussi avoir un parallèle du côté de la maternité entre les deux femmes, je ne vous en dis pas plus. Mais finalement, j'ai pas trouvé le parallèle très évident, j'ai pas trouvé la construction narrative très efficace. Pour moi, c'est assez maladroit. L'intrigue, bof. Les personnages, bof. Le contexte irlandais, je pensais que j'allais apprendre plein de choses historiquement en 1919. Mais finalement j'ai trouvé que c'était limite un roman de terroir qui pourrait se passer dans la campagne française pendant une guerre. Voilà, il y a juste ce côté, il y a des résistants qui aident les rebelles, mais finalement on n'apprend pas grand chose du contexte historique irlandais, donc c'est un petit peu une déception. Et niveau contexte, j'ai envie de dire décor irlandais, comme l'autrice a l'air d'être comme son personnage Hélène, a l'air de ne pas aimer l'Irlande et les Irlandais alors qu'elle est elle-même irlandaise, tout le monde en prend pour son grade, c'est plein de clichés. Et personnellement, moi c'est pas du tout comme ça que je perçois l'Irlande, donc j'ai pas apprécié ce discours-là. Après je suis pas moi-même irlandaise, j'ai pas vécu les choses que peut-être l'autrice a vécues en Irlande, donc voilà, j'ai un discours d'étrangère, j'ai envie de dire, au pays. Mais c'est pas un discours que j'ai apprécié lire. J'espère que la prochaine lecture irlandaise sera bien meilleure que celle-ci, je la choisirai soigneusement, et je vais de ce pas aller acheter Le Bal des Ombres de Joseph O'Connor, qui je pense me plaira
bien davantage. Je termine là pour cette update lecture, ce point lecture, cet avis lecture. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que malgré mes avis un petit peu mitigés, ça vous aura donné quand même envie de découvrir des livres. Si vous avez lu certains de ces livres et que vous les avez beaucoup aimés alors que ça n'a pas été mon cas, n'hésitez pas à me dire pourquoi en commentaire. Ça peut être intéressant de voir un petit peu ce qui vous a plu, moi pas du tout. Ou au contraire, si vous avez détesté un livre que j'ai adoré, là aussi dites-moi en commentaire pourquoi. C'est toujours intéressant de confronter un peu des avis contraires. Je ne le dis pas souvent dans les vidéos et à la fin des vidéos, mais n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si vous l'avez aimée. Parce que les likes et les partages, c'est un petit peu ce qui permet aux vidéos d'être référencées dans la multitude de vidéos YouTube. C'est ce qui permet aux vidéos de ne pas sombrer dans l'oubli dès les premières heures de leur publication. Donc voilà, si vous aimez un petit peu ce que je fais, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à prendre une petite seconde, à mettre un petit pouce positif et pourquoi pas à la partager et pourquoi pas, si vous avez quelques minutes devant vous, à m'écrire un petit commentaire, j'essaye de répondre à tous. Bref, merci à ceux qui le font déjà, j'apprécie beaucoup. Merci pour vos retours, vos commentaires toujours très positifs. La prochaine vidéo sera très certainement un book haul, un très gros book haul de post-confinement. Puisqu'avec Monsieur Loup, on s'est un petit peu laissé aller. Bon, surtout moi, je le vois grimacer derrière la caméra. C'est vrai, surtout moi. Voilà, on a commandé en librairie indépendante, en librairie d'occasion indépendante également. On a fait les bouquinistes. Bref, on a quelques livres à vous présenter. Enfin, en tout cas, moi, j'ai un gros book haul en préparation. Et ce sera donc la prochaine vidéo. Et petit spoiler, il y aura pas mal de littérature irlandaise là-dedans, pour changer. Et j'espère de très bons titres à l'intérieur. Je vous dis à très bientôt, très belle lecture à vous, surtout prenez soin de vous, et à bientôt. Merci!